Peut-on porter un signe religieux et enseigner le Big Bang? Et les Grecs ont-ils vraiment cru à Zeus, Athéna, la guerre de Troie, les cyclopes, les géants, les titans? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» de Paul Venn. Cette question de savoir si on peut porter un signe religieux et enseigner la science, je l'ai lu récemment dans des discussions en ligne sur le débat des signes religieux qui, au Québec, s'étire depuis 15 ans. La question a été posée avec respect. Je peux concevoir que ça puisse déraper comme discussion, mais il y a quand même là matière à réflexion. Personnellement, ça fait longtemps que je suis fasciné par les mythologies grecques et romaines, depuis le secondaire au moins. Et l'an dernier, dans un séminaire où on étudiait de la poésie médiévale, en discutant avec la professeure, j'ai exprimé des doutes sur la mythologie mariale, les poèmes et tout ce qu'on attribuait à Marie. Et c'est cette professeure-là qui m'a recommandé cet ouvrage dont j'avais vaguement entendu parler. Paul Venn est né en 1930 à Aix-la-Chapelle. Il est historien, spécialisé de l'histoire de Rome, mais il a aussi écrit des ouvrages sur la peinture italienne, sur le poète René Char. Il a publié des réflexions sur l'histoire et l'historiographie. C'est un ouvrage ici sur l'histoire, beaucoup sur la façon de comprendre l'histoire, mais fondamentalement, c'est un ouvrage sur le vrai et le faux. Personnellement, il me manquait des outils pour tout comprendre là-dedans. Pausanias ne m'est pas familier, pas plus que certains philosophes qu'il nomme. Toutefois, j'en ai fait une lecture attentive, je m'arrangeais pour comprendre ce que je lisais. J'ai pas pris des notes et j'ai pas fait un travail du livre comme si je devais l'enseigner dans un cours ou l'utiliser pour un travail. J'ai quand même noté plusieurs pages de citations de trucs qui m'intéressaient, mais la présentation que je vous en fais, ce sont des impressions. Ne pensez pas que je vous fais une présentation détaillée, exacte et exhaustive. Alors, les Grecs croyaient-ils à leur mythe? D'abord, il faut se demander, les Grecs, c'est quoi? La civilisation grecque a existé sur une longue période, donc il y a plusieurs moments de cette relation au mythe et à l'histoire. Dans la société grecque, il y avait plusieurs groupes sociaux, plus ou moins instruits, et là, il y avait des rapports différents à la mythologie. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quelqu'un qui aujourd'hui s'intéresse à la mythologie grecque a une bien meilleure connaissance des mythes que la majorité des gens de l'époque. Nous, on ouvre le dictionnaire des mythologies grecques et romaines de Pierre Grimald et on a la description du mythe, version principale, variante, toutes les sources en bas, où est-ce qu'on trouve des références. On a tout dans un livre ça d'épais et si ça nous intéresse, on fouille, toute la littérature nous en parle. Les Grecs de l'époque connaissaient probablement les mythes que leurs nourrices leur avaient racontés quand ils étaient enfants, les mythes et les contes mythiques de leur ville, de leur région, des dieux et des déesses qu'ils honoraient, mais encore là, ils ne connaissaient pas tout. Et quand ils allaient à la tragédie ou quand ils écoutaient de la littérature où on leur racontait des mythes, on évoquait toujours l'histoire et on leur disait ce qui se passait. Donc ces pièces-là ont une fonction didactique aussi. Donc les Grecs ne connaissaient pas la mythologie comme nous. La mythologie chez les Grecs, c'est presque davantage un genre littéraire qu'une religion, du moins d'après ce qu'en dit Venn. Et la question de la vérité par rapport à la littérature est très importante. Est-ce qu'un roman, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Venn nous apprend que les Grecs ne connaissaient pas la notion de fiction. Et pour les Grecs, pour qu'il y ait mensonge, il faut que la personne qui raconte le mensonge ait un bénéfice de ce mensonge-là. Donc, qu'elle en profite. Donc, ou sinon, ça n'est pas un mensonge. Les Grecs savaient que toutes les histoires qui se passaient dans le monde des dieux ne se passaient pas dans le même monde qu'ici. C'était dans un temps mythique et non dans le temps historique. Ils faisaient très bien cette distinction-là. Ils plaçaient les dieux au ciel, mais ils ne se seraient pas attendus à voir Athéna passer. Et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas se transformer en jonquilles sur le bord d'une mare à un moment donné. C'était très clair. Donc, ce que Venn fait, après avoir placer ces choses-là, c'est qu'il va donner l'attitude de certains historiens, Pausanias, Aristote par exemple, et il va débusquer leur attitude par rapport au mythe, parfois leurs contradictions, et il va fouiller là-dedans et il nous expose tout ça pour réfléchir à ce qu'est le vrai et le faux. Il parle de l'évolution de l'histoire, c'est-à-dire qu'à l'époque, on ne citait pas ses sources, puisqu'on considérait que la personne qui nous racontait quelque chose qui n'avait pas intérêt à mentir nous disait donc une forme de vérité. On prenait à sa charge les histoires qu'on nous avait données. Il considère que la mythologie est un genre littéraire très populaire en Grèce. Mais précisément, écrit-il, il faut savoir si la littérature ou la religion sont davantage des fictions que l'histoire ou la physique, et inversement. Disons qu'une œuvre d'art est à sa manière tenue pour vraie, même là où elle passe pour fiction.
Il nous dit par exemple que dans un roman historique, si vous lisez un roman entre Joséphine et Napoléon, vous savez qu'ils ont existé pour vrai, mais vous comprenez très bien que le dialogue que vous lisez n'était peut-être pas le dialogue exact qui s'est passé, mais pendant que vous lisez, vous y croyez. Donc, elle est où la vérité là-dedans? Plus loin, Einstein est vrai à nos yeux en un certain programme de vérité, celui de la physique déductive et quantifiée. Mais si nous croyons à l'Iliade, elle sera non moins vraie en son programme de vérité mythique. Et Alice au Pays des Merveilles également, car même si nous tenons Alice ou Racine pour des fictions, nous y croyons pendant que nous lisons. Nous pleurons dans notre fauteuil au théâtre. Un peu plus loin, la littérature est un tapis magique qui nous transporte d'une vérité à l'autre. Fondamentalement, ce que je trouve intéressant, c'est quand il dit que les modalités de croyance renvoient au mode de possession de la vérité. Il existe une pluralité de programmes de vérité à travers les siècles qui comportent différentes distributions du savoir. La modalité de croyance la plus répandue, c'est celle de la troisième personne. Je crois que Tokyo existe, je suis jamais allé, mais je vois pas l'intérêt qu'auraient les géographes et les agences de voyage de me mentir. Donc, je crois sur la foi d'un autre. On croit en les microbes, même si on n'est pas microbiologiste, on y croit et on fait des choses contre les microbes, alors que dans d'autres peuples, ils croient en la sorcellerie, ils vont prendre des précautions contre la sorcellerie. Il y a une équivalence, là. Pour les contemporains de Pindare ou d'Homère, la vérité se définissait soit à partir de l'expérience quotidienne, soit à partir du locuteur qui est loyal ou trompeur. Les affirmations qui restaient étrangères à l'expérience n'étaient ni vraies ni fausses. Elle n'était pas mensongère non plus, car le mensonge n'en est pas un quand le menteur n'y gagne rien et ne nous fait aucun tort. Un mensonge désintéressé n'est pas une tromperie. Le mythe était un tertium quid, ni vrai, ni faux. Et ça, je trouve ça véritablement fascinant. J'ai bien aimé cette phrase qui peut-être s'applique dans la question que j'ai lancée en introduction. Est-ce qu'on peut enseigner la science si on porte un symbole religieux? À partir du moment où l'on veut convaincre et se faire agréer, il faut respecter les idées étrangères, si ce sont des forces, et il faut les penser un peu. Or, nous savons que les doctes grecs, respectaient les idées populaires sur le mythe et qu'eux-mêmes se partageaient entre deux principes, le rejet du merveilleux et la persuasion que les légendes avaient un fond de vérité, d'où leur conscience embrouillée. Il est intéressant que Veyne va chercher dans les dédales, dans les oppositions, dans les troubles, dans les choses non résolues. Bon, j'aime beaucoup la partie où il parle du mythe comme une langue de bois, une forme rhétorique, où on évoque la mythologie pour tout simplement entrer en matière et flatter la personne avec qui on va négocier, de la même manière qu'on ne se demande pas s'il veuille accepter, madame, monsieur, l'expression, mais mes sentiments les plus distingués, c'est vrai ou faux. C'est dans un autre espace qui n'est ni dans le vrai et le faux, c'est dans le bien trouvé, dans le bien tourné, dans la convention sociale. Je vais vite parce qu'on va me mettre dehors. Il considère que les Grecs n'ont pas réglé le problème de la vérité ou du mensonge du mythe. Le problème a été oublié, tout simplement. Pour rejeter le mythe ou le déluge, il ne suffit pas d'une étude plus attentive ou d'une meilleure méthode. Il faut changer de programme. On ne rebâtit pas ce qui était construit de travers, on va habiter ailleurs. Je saute une phrase. Je ne veux pas dire que les faits n'existent pas. La matérialité existe bel et bien, elle est en acte, mais elle n'est l'acte de rien. La matérialité des chambres à gaz n'entraîne pas la connaissance qu'on peut en avoir. En fait, la seule vérité, c'est que la vérité varie. Et là, ça peut être paralysant. Mais est-ce plus paralysant que le fait de croire à la science en sachant très bien que dans quelque temps, une nouvelle théorie va invalider ce en quoi on croit aujourd'hui? Les modèles scientifiques évoluent sans cesse, ça bouge tout le temps, donc ça aussi, c'est pas toujours stable. Dernière chose qu'il dit en conclusion. Si ma présente vérité de l'homme et des choses était vraie, la culture universelle deviendrait alors fausse et il resterait à expliquer ce règne de la fausseté et mon privilège exclusif de véridicité. Chercherions-nous un noyau de vérité dans la fausseté à la façon des Grecs? Prêterions-nous à la fabulation une fonction vitale comme Bergson ou sociale à la façon des sociologues? Le seul moyen de nous en tirer est de poser que la culture, sans être fausse, n'est pas davantage vraie. Vous comprendrez que c'est un style d'historien, un style académique. C'est pas un texte léger, facile à lire. Il faut se concentrer. Il y a beaucoup de choses qui, moi, m'ont échappé, mais c'est pas parce qu'on peut pas tout comprendre qu'on n'a pas le droit d'aller lire des textes qui sont pas écrits expressément pour nous. Là-dessus, je vous laisse. Écrivez vos commentaires en bas. Est-ce que vous croyez à la vérité? Est-ce qu'on peut enseigner la science en portant un signe religieux? Aimez, commentez, partagez. Et si vous voulez voir les autres vidéos, abonnez-vous. Bonne lecture.